Marc, bienvenue. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Tu es, à ma connaissance, à la fois spécialiste en IA, mais tu as également monté ta boîte. Oui. J'imagine que tu promouvois certaines activités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités actuelles en termes de IA dans un contexte global? Oui, alors moi j'ai commencé mon premier projet d'IA, c'était en 2010. À l'époque, j'avais créé des recettes uniques pour des considérations de SEO pour donc référencer un site internet. Donc on avait scrappé des centaines de milliers de recettes et qu'on avait recomposées de manière automatisée. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça de l'IA générative, on appelait ça du TAL, du traitement automatisé des langages. Intéressant. Ouais. Et donc j'avais gardé cet intérêt pour ces technologies. En 2013, j'avais fait une conférence à l'époque sur la loi des retours accélérés, donc c'est toute la logique exponentielle de l'IA, etc. Et puis après, je suis un peu parti des technologies, puisque j'ai créé une entreprise dans le domaine de la santé pour faire de l'activité physique au travail. Et il y a 2 ans, avec l'arrivée des IA génératives, on va dire grand public, je me suis replongé dedans. Et je me suis un petit peu spécialisé dans une approche de l'IA où on souhaite être maître de ces données, donc ne pas délivrer toutes nos données gratuitement aux géants de l'IA, de rester souverain et aussi, donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de chercher un ROI, c'est-à-dire d'avoir des bénéfices. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'usages de l'IA qui ne font pas vraiment de gains, puisqu'en fait, on s'amuse, on a des effets waouh, c'est bluffant, comme on dit dans le domaine, mais on n'a pas toujours un gain, parce que parfois on passe du temps, parfois il y a des erreurs, et donc on cherche quand même le ROI. Aujourd'hui, c'est un des sujets. Non, tout à fait. Et surtout que par rapport à tes activités, tu donnes des formations, je ne me trompe pas, tu conseilles, tu fais un peu de conception. Et je crois que tu offres même des solutions on-premise également à tes potentiels prospects. Et effectivement, donc en fait, j'ai 3 parties. J'ai la partie, on va dire, d'accompagnement formation. Donc en fait, c'est, on va dire, l'acculturation. C'est des personnes qui ont découvert l'IA, on va dire, comme tout le monde dans les médias. Et puis quand ils essaient de l'appliquer, c'est pas si facile que ça. On a des premiers résultats, et puis après, on plafonne. Et puis aussi, il y a toute la partie enjeu derrière. Ensuite, j'ai la partie, on va dire, mise en place d'IA sur des serveurs privés en interne. Donc ça, c'est la partie infrastructure, c'est-à-dire qu'on va dire, aujourd'hui, avec les solutions open source, on peut faire à peu près la même chose que ce qu'on a en ligne dans le cloud, sauf que les données, elles restent sur son serveur et on économise les licences. Donc après, il y a des coûts d'investissement, donc il faut acheter un serveur, ensuite il faut le mettre en œuvre. Et après, on s'affranchit d'un certain nombre de coûts récurrents qui sont élevés. Si vous avez 50 employés et que vous payez 20 francs par mois, vous allez payer 1000 francs par mois, et donc ça fait 12 000 francs par an. Enfin, ça va vite. Ça va très vite. Et évidemment, c'est fait d'une manière où vous êtes un peu obligé de faire un compte par personne. Donc ça, c'est la partie infrastructure. Et puis après, la partie solution spécifique. Donc typiquement, si vous avez... Là, je suis sur un projet, on a 1 million de documents sur lesquels on veut créer un RAG, donc on veut pouvoir chatter avec des documents. Et donc, il faut faire de la recherche sémantique, il faut et on se heurte à des sujets. Par exemple, vous avez beaucoup de documents, mais il y en a qui sont pas, ils sont scannés, mais ils sont pas OCRisés, et donc ils sont pas directement exploitables. Donc en fait, technique OCR, comme tu dis. Voilà. Et puis ensuite, il faut les mettre dans des containers, parce qu'évidemment, dans une entreprise, on n'a pas envie que tous les documents soient accessibles à tout le monde. Donc en fait, ce qu'on a aujourd'hui, les droits d'accès, on veut les répliquer sur l'IA générative. Alors c'est vrai qu'il y a moi j'ai rencontré des professionnels, des responsables IT, etc., qui mettent tout sur Copilot, ils mélangent tout, et puis ils disent c'est pas grave. Sauf que si vous tapez quel est le salaire de monsieur Untel, et puis vous avez le salaire, c'est un peu gênant, parce que cette information, elle n'est pas normalement disponible à tout le monde. Et donc, on voit bien qu'il y a des briques logicielles, il y a des questions d'infrastructure, et puis après, il faut se frotter à la réalité, c'est-à-dire
des collaborateurs qui parfois ne sont pas très motivés, ils ont peur que l'IA leur prenne leur job. Aussi, oui, il y a cette et puis les données ne sont pas toujours de bonne qualité, parfois elles sont éparpillées, parfois elles sont dégradées, corrompues, etc. Et donc il faut, je dirais, nettoyer toutes ces données, clairement. les mettre en œuvre, et puis après il faut qu'il y ait une interface qui soit adaptée, agréable, facile à comprendre, etc. Donc ça c'est la troisième partie. Non, c'est très intéressant. Enfin, tu réalises vite qu'en fait, c'est assez, je dirais, bazardé, c'est un peu un chenil quand tu fais face à un nouveau projet. Et comme tu l'as dit, au niveau des données, c'est plus ou moins de la consolidation qui s'est faite au fil des années. Et que tu es là, le potentiel, tu vois qu'il est présent, mais il faut déjà tout nettoyer pour ensuite entraîner ton modèle derrière et obtenir un résultat plus ou moins satisfaisant. Oui. Et c'est là où les challenges apparaissent. Et d'où cette phase de conceptualisation qui prend tout son sens en fait. Oui. Et ça, ce qui est dommage, c'est que personnellement, je trouve que pas mal de potentiels clients ou prospects ne réalisent pas en fait cette charge de travail en termes de nettoyage de données en amont pour ensuite avoir la solution qu'ils aimeraient avoir. Oui, alors ça c'est parmi les mythes de l'IA en fait. Ouais. C'est-à-dire je mets tout dans la machine et je pose une question et c'est magique et j'ai la réponse. Machine à laver. Et j'ai la réponse. Et en fait, c'est un mythe avec deux piliers, je dirais. Le premier, c'est que rien n'est magique, c'est des logiciels, c'est des modèles, donc il faut s'appuyer sur des données. Ces données, il faut les avoir, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Ensuite, il faut les mettre à jour parce qu'évidemment, un système documentaire dans une entreprise, ça vit, donc il y a des nouveaux documents, il y a des documents qui sont enlevés, il y a des droits d'accès qui changent, etc. Et puis le deuxième pilier, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut, en fait. C'est-à-dire que souvent on dit, j'ai pas la bonne réponse d'une IA générative, est-ce que tu as posé la bonne question déjà? Parce que parfois, ça commence par poser la question. Clairement. Et souvent, on se heurte à des choses. Par exemple, typiquement, là, je vous reprends l'exemple de mon projet où il y a 1 million de documents. Je me dis, mais dites-moi, quelles sont les questions que vont poser les utilisateurs? C'est très, très, très simple, c'est absolument nécessaire parce que si vous êtes dans un cabinet d'avocats, dans une étude d'expert comptable ou dans un hôpital, vous n'allez pas poser les mêmes questions et donc ça va dépendre aussi, je dirais, des collaborateurs. Si vous êtes médecin, vous ne posez pas les mêmes questions qu'une infirmière, etc. Et donc, en fait, si vous faites appel à un prestataire et que vous n'êtes pas capable, en tant que donneur d'ordre, d'expliquer ce que vous voulez, et donc souvent, expliquer ce que vous voulez, c'est expliquer comment l'outil va être utilisé dans le futur, il y a une étape qui est d'aider nos clients à exprimer ce qu'ils veulent. Clairement. Et prendre leurs besoins. Voilà. Et parfois, ils ne le savent pas, donc en fait, il faut aller voir, faire des interviews de leurs employés, etc., leur donner des outils génériques ou des prototypes pour qu'ils l'utilisent et en l'utilisant, ils vont être capables de dire voilà, j'aurais voulu poser cette question, j'ai pas eu la bonne réponse, etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de composantes, beaucoup de facettes qui font que c'est relativement compliqué parce qu'il faut que le client sache ce qu'il veut, il faut qu'il ait les données qui soient dans un bon état, il faut qu'il le fasse dans des bonnes conditions de sécurité. Et puis ensuite, il faut que ça soit évolutif, il faut que ça soit, on va dire, économiquement viable. Si vous avez des gains immédiats, c'est toujours mieux, mais parfois, c'est pas immédiat, mais sur le long terme, ça représente beaucoup. Totalement. Ouais. Par exemple, je vous donne des exemples très concrets. Quand vous êtes dans une entreprise, une institution financière, et que vous devez extraire des données de prospectus, de fonds d'investissement ou d'entreprises ou des comptes de sociétés cotées, etc. Ce que vous voulez, c'est que vous alliez chercher dans des documents des informations comme le chiffre d'affaires, les perspectives, les risques. Et puis après, vous avez, je sais pas, 1000 entités financières pour lesquelles vous voulez extraire des données, puis vous voulez à la fin avoir un beau tableau où vous avez pour chaque entité financière des informations de façon à pouvoir comparer. Voilà. En fait, si vous voulez faire ça et que vous voulez à la fois des bonnes conditions de confidentialité, parce que parfois il y a des documents qui ne sont pas publics, donc qui sont confidentiels, vous avez des informations sensibles qui vont servir à prendre des décisions. Donc si elles sont erronées, si vous avez une IA qui hallucine, qui va
trouve pas un chiffre, elle va mettre un chiffre au hasard, Oui. comme vous voyez que ça se produit souvent. Ouais, malheureusement. Et ben après, vous prenez des décisions sur des éléments faux. Alors, pour éviter ça, ben vous avez, généralement, c'est d'ailleurs, les humains aussi font des erreurs, et pour éviter ça, ben vous dupliquez. C'est-à-dire que vous avez une redondance, vous avez deux méthodes différentes qui vont faire à peu près la même chose, enfin, vont arriver au même résultat. Vous allez comparer juste les écarts en partant du principe que si deux méthodes sont arrivées à un résultat, il y a une probabilité élevée que ça soit juste. C'est jamais garanti à 100%, mais c'est plus probable. Et donc à ce moment-là, vous comparez et vous traitez les écarts. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, c'est fait par deux humains. Vous demandez à deux humains de faire exactement le même travail. Et puis, si le résultat est différent, c'est qu'il y en a un des deux qui s'est trompé, ou les deux. Et donc là, vous revérifiez. D'accord ? Et vous pouvez faire ça avec de l'IA. C'est-à-dire, vous dites, je vais faire une IA qui fait un travail et un humain qui fait le même travail, et je vais comparer ce qu'ils font. Et après, vous pouvez avoir deux IA qui font, avec des méthodes différentes, évidemment, le même travail, enfin essayer d'avoir le même résultat, et vous comparez les résultats. Tu peux aussi demander à travers l'IA le retour de l'humain pour dire s'il valide ou pas le résultat, et puis du coup après tu peux analyser. Voilà, il y a plein de variantes. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, si on veut avoir quelque chose sur lequel on peut se baser pour prendre des décisions, c'est quelque chose de fiable, de juste, il faut multiplier les contrôles. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant et qui est nouveau avec l'IA, c'est que vous avez un travail initial qui est de concevoir ces systèmes d'extraction ou de comparaison qui sont relativement coûteux parce que c'est beaucoup d'essais, et puis c'est parfois assez complexe parce qu'il y a beaucoup de processus mentaux ou de réflexion qui sont en jeu. Mais une fois que vous l'avez bien calé, en fait, c'est, je dirais, reproductible à l'infini pour un coût relativement faible. Et donc, en fait, c'est un investissement. Vous faites un investissement. C'est sûr qu'au début, vous n'allez peut-être pas gagner d'argent, mais sur le long terme, vous allez gagner d'argent. Après, sur la partie opérationnelle, est-ce que, selon toi, ça serait une bonne idée de mettre une IA dans un environnement vraiment type production, ou plutôt faire un pas en arrière et plutôt la laisser dans un environnement type sandbox, test, histoire de justement prévenir des potentielles hallucinations comme tu as évoqué ou d'autres erreurs, parce que là on serait dans une situation où l'IA est potentiellement confrontée aux clients de l'entreprise et du coup en termes de répercussions ça peut être plus ou moins important. Donc, voilà, en fait, ta question, c'est un peu le sujet de jusqu'où on peut faire confiance à l'IA. C'est ça. C'est le sujet. Parce que tout le monde veut quelque chose de juste. J'ai envie de te poser la question, jusqu'où on peut faire confiance à l'humain? Si tu regardes sur beaucoup de sujets, tu regardes la conduite autonome, par exemple, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a le régulateur qui dit non mais une machine quand même, il faut que l'humain puisse débrayer et reprendre le contrôle. Voilà. Ouais, clairement. Et en fait, on en est là aujourd'hui. C'est jusqu'où on peut faire confiance à une machine, sachant qu'aujourd'hui, on fait confiance à un humain, mais parfois on ne devrait pas, parce qu'il se trompe, il fait des erreurs pour différentes raisons. Et donc, en fait, la question, c'est plutôt à quel moment, quel est le ratio en termes de baisse d'erreur, c'est-à-dire par rapport à un humain, c'est-à-dire, en fait, que ce soit une machine ou un humain, il y aura des erreurs. En fait, la question, c'est le taux d'erreur. D'accord ? Et donc, les humains, ils ont un certain taux d'erreur qui est relativement stable. C'est-à-dire que tu peux l'améliorer si tu augmentes, tu donnes des outils, tu formes les gens, etc. Tu peux baisser, mais il y a une asymptote à un moment donné où, en fait, le taux d'erreur humain va pas baisser. Ouais. Et par contre, le taux d'erreur d'une machine, lui, il peut baisser jusqu'à pratiquement plus faire d'erreur. Et donc, c'est pour ça que je parlais de redondance tout à l'heure, c'est que en ayant des systèmes, des méthodes différentes, parce qu'évidemment, si tu prends la même méthode que tu l'appliques deux fois, tu risques d'avoir des résultats qui sont assez proches. Par contre, si tu fais deux méthodes complètement différentes et que tu l'appliques sur les mêmes données, en fait, ça réduit énormément les erreurs. Et donc, il y a deux façons. Soit tu fais faire exactement la même chose, enfin, tu fais faire le travail à deux systèmes différents et tu compares les écarts. Soit tu le fais faire à une seule et ensuite, tu vas demander à une machine de vérifier si c'est juste. Et donc, c'est une autre approche. Mais au fond, ça veut dire qu'on va multiplier. Et avec l'IA, c'est facile de multiplier parce qu'on peut avoir
il suffit de multiplier, en fait, c'est la consommation d'énergie, c'est à peu près le seul coût qu'il y a. Alors que les humains, on a un coût, je dirais, de salaire qui est relativement élevé, nettement plus élevé que les machines. Clairement. Ouais. Mais du coup, avant, tu as évoqué les facteurs de complexité dans les projets IA, mais tu as aussi créé des projets dans la santé notamment. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différentes complexités qu'il peut y avoir entre des projets qui sont IA, mais des projets qui ne sont pas du tout IA au travers c'est difficile à dire. Je pense que les projets, en fait, en général, c'est à chaque fois, en fait, la question c'est quand est-ce qu'on s'engage dans un projet pour le faire et quand est-ce qu'on passe notre tour, en fait. Et en fait, c'est toujours une question de quel va être le bénéfice et quels sont les coûts et les risques. C'est-à-dire les risques de ne pas y arriver, voire les risques de dégrader la situation. Donc, en général, quand on a des systèmes humains, où on fait travailler des personnes, on a un risque de ne pas y arriver qui est relativement faible parce que, en fait, on sait ce dont les personnes sont capables, etc. Avec les machines, on a un risque de ne pas y arriver. En fait, il y a des systèmes qui, je veux dire, pas y arriver, on dirait à l'état de l'art à un moment donné. C'est sûr qu'à un moment donné, si vous parlez il y a 15 ans, l'analyse d'images ou la génération d'images, c'était balbutiant, c'était ridicule. Maintenant, c'est extraordinaire. Parfois en vidéo, c'est difficile de voir la différence avec un vrai humain. Et donc, la capacité des machines, elle s'améliore de manière exponentielle. Et donc, ça réduit le risque de ne pas y arriver. En fait. Clairement. Mais pour autant, ça dépend de ce qu'on attend, en fait. C'est-à-dire que parfois, on attend... Si vous faites, par exemple, du marketing, vous lui demandez d'écrire une lettre de vente, d'accord ? Si c'est pas parfait, si c'est pas les mots qu'il faut, c'est pas si grave, ça va quand même fonctionner. Ouais, ça va si vous êtes un avocat et que la personne dit quelque chose qui est hors la loi ou quelque chose qui n'est pas la réalité, parce qu'il s'est mélangé les pinceaux, ou il a confondu des personnes, ou c'est juste tout faux en fait. Ça n'a aucune valeur, voire même ça peut générer un préjudice. Donc en fait, je dirais le seuil qui est acceptable, il dépend à la fois de la technologie employée et de l'usage qui va être fait. Si vous êtes par exemple je parlais des avocats, mais aussi dans la finance, si vous vous trompez sur une date ou si vous vous trompez sur un chiffre, vous mélangez deux chiffres parce que dans le texte, c'est une analyse de texte, c'était pas très clair dans le texte, un humain aurait compris, mais la machine se trompe, c'est tout faux en fait. Ça n'a aucune valeur en fait. Ça passe de ça a de la valeur à ça n'a pas de valeur. Voire c'est un préjudice. C'est-à-dire préjudice, ça veut dire une valeur ajoutée négative. Et donc, c'est pour ça que les sujets en IA, c'est toujours un peu touchy parce que il y a les mythes, donc on en a parlé, ouais, c'est génial, on met tout dans une machine en vrac et puis j'ai le résultat. Et quand on se frotte à la réalité, parfois c'est pas si facile d'avoir le résultat et parfois on a des anomalies qui sont inacceptables, qui font que dans un autre contexte ça aurait été accepté et dans ce contexte-là, ça n'est pas acceptable. Ce qui fait qu'en fait on est devant un mur, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, avec l'État. Quand je dis c'est pas possible d'avoir un résultat juste acceptable sans intervention humaine. Et donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on peut passer à des approches hybrides. On va avoir des machines et des humains, c'est-à-dire qu'on va demander aux machines d'assister les humains. Soit l'humain commence, c'est-à-dire qu'en fait la machine finit le travail, soit la machine commence et l'humain finit le travail. C'est souvent deux cas de figure différents. Et donc, à ce moment-là, ça fonctionne. Mais ça n'est pas purement de l'IA, c'est juste de l'assistance. De l'assistance. Un assistant IA. C'est un assistant, voilà. Et puis, après, vous avez encore une autre approche qui est une approche, on va dire, de programmation avec les agents IA. On va avoir une approche où on va avoir à la fois des approches d'intelligence artificielle et des approches séquentielles où on va mélanger en fait, des workflows avec des décisions purement statistiques avec de l'IA, donc un mélange de ces deux parties. Et on peut rajouter la troisième composante, donc il y a la partie séquentielle, la partie IA, donc générer du texte ou prendre des décisions, et puis après il y a la partie humaine qui va être sollicitée
lorsque c'est critique, soit pour des validations, soit pour des choix qu'on ne voudrait pas déléguer. Parce que, en fait, un des problèmes on délègue à une IA, c'était un peu, je sais plus, vous avez posé une question sur où est-ce que c'est acceptable, etc. Les environnements. Où est-ce qu'on accepte, en fait, l'approximation ou l'erreur. Eh bien, il y a des moments où, en fait, on ne va pas l'accepter, et si on délègue complètement, on a un résultat, mais on ne sait pas, si le résultat est faux, on ne sait pas où s'est produit l'erreur, en fait, puisque c'est comme une sorte de boîte noire, c'est ça, où voilà, il y a un choix qui a été fait, ou une suite de choix qui ont été faits par une machine, et quand on veut analyser pourquoi il y a eu ces erreurs, c'est difficile, parce qu'en fait, c'est une sorte de boîte noire. Donc c'est pour ça que l'approche séquentielle, elle permet de remonter, c'est-à-dire quand on est en approche dans le sandbox, comme tu parlais, etc., tu peux remonter un peu et voir, en fait, allez, le résultat est faux, ou le résultat n'est pas juste, pas acceptable, et on va remonter avec l'historique de ce qui a été généré par la machine, on va remonter et on va dire, ah, c'est là, donc là, jusque-là, c'était juste, et là, c'est devenu faux. Donc en fait, on sait quel est le composant, parmi un ensemble de composants, quel est celui qui a eu le plus, qui a généré l'erreur. Après, c'est pas forcément facile de corriger pour que ça marche à tous les coups. C'est une méthodologie assez éliminatoire, donc peut-être ça, puis ça, jusqu'à trouver vraiment le petit pépin là qui fait que ça marche pas, quoi. Et, effectivement. Et donc, en fait, quand on raisonne comme ça, en fait, on se rend compte que l'approche hybride avec des humains, elle permet d'avoir une partie du processus qui est automatisée, une partie qui l'est pas, pour en fait avoir le meilleur des mondes, c'est-à-dire avoir une réduction des coûts de main-d'œuvre, et surtout de main-d'œuvre qualifiée, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit, et d'avoir quand même des résultats fiables sur lesquels on peut compter. Et donc c'est une approche hybride, on mélange je dirais, des travaux humains et des travaux artificiels. Point de vue pratique, qui prend la décision de se dire, en fait, cette partie-là c'est l'IA qui fait, cette partie-là c'est l'humain qui fait dans une entreprise? Alors, ça peut être soit des considérations opérationnelles, on va dire d'expertise, d'expérience. C'est-à-dire, en gros, on va essayer de reproduire des processus qui aujourd'hui sont coûteux. Je vous donne par exemple dans le monde du droit, des avocats, par exemple, vous avez un travail qui consiste à faire un récapitulatif des faits. Vous avez une affaire, vous avez plein de documents, je sais pas, 20, 50 documents, qui racontent des faits qui ont généré un problème sur lequel travaille l'avocat. Et puis, vous voulez faire une sorte de récapitulatif de ce qui s'est passé, une sorte de chronologie des faits. Bien, dans ce travail-là, vous avez des pièces, donc des choses explicites qui sont dans des documents, etc., qui sont en vrac. Puis vous avez un contexte qui parfois est implicite, c'est-à-dire que l'avocat et le client de l'avocat le savent, mais ça n'apparaît pas dans les documents, parce que c'est implicite. Donc ça, il faut le rajouter, c'est un peu la valeur ajoutée de l'humain. Et puis après, vous avez des appréciations sur les faits qui font que des choses qui sont évidentes ne seront pas écrites. Et un expert, un avocat, il va savoir que c'est quelque chose d'important, donc il va le rajouter. Et donc, le choix de qu'est-ce qu'on va déléguer à la machine, c'est un peu ça la question, qu'est-ce qu'on va déléguer à la machine, qu'est-ce qu'on va conserver à titre humain, ça peut être sur des raisons opérationnelles, comme je viens de le dire, basé sur des essais, des expériences, mais ça peut être aussi un choix éthique, un choix, je dirais, personnel du donneur d'ordre. Si par exemple vous êtes expert comptable, il y a des choses, vous vous dites, c'est moi l'expert comptable, je vais le faire. Si vous êtes médecin, c'est moi qui décide, ce n'est pas la machine. Et je choisis parce que c'est un choix, je dirais, presque politique. Voilà, si je délègue cette chose, je ne sers plus rien, en fait. Et parfois il a raison, parfois non. Parfois, si vous prenez par exemple des métiers dans la santé comme radiologue, aujourd'hui, radiologues, ils sont dépassés par les machines. Donc en fait, si vous utilisez l'IA de IBM Watson, vous mettez les images dedans,
vous avez un meilleur diagnostic avec cette technique que les 10 meilleurs radiologues au monde. Voilà. Et donc ça veut dire que, évidemment, il n'y a pas 10 radiologues dans le monde, il y en a probablement des centaines de milliers, je ne sais pas combien il y en a, mais un certain nombre. Donc forcément, ils sont probablement moins bons que les 10 meilleurs. Donc ça veut dire qu'en gros, s'ils vont le faire eux-mêmes, ils vont faire moins bien qu'une machine. Ah non, et donc, si on raisonnait de manière pragmatique, basée sur l'expérience, la décision du diagnostic doit être faite par une machine, puisqu'elle le fait mieux qu'un humain. Mais si vous êtes radiologue, vous dites non, je suis radiologue, j'ai le diplôme, j'ai l'autorité pour faire le diagnostic, je le fais. Par contre, la rédaction, je vais le déléguer à une machine. Voilà. Et donc c'est un choix éthique. Et après, il y a évidemment des considérations réglementaires, parce qu'il y a certains cas où le fait d'utiliser une machine est interdit. Voilà. Ou en tout cas comme décision finale est interdit. Comme assistance peut-être, mais pas... Et donc, on se heurte à ça aujourd'hui. Et puis après, il y a encore un autre cas. Donc ça, c'est plutôt pour la partie décisionnaire, donc c'est plutôt les gens les plus qualifiés et qui ont le plus de pouvoir. Mais après, il y a aussi des personnes, des employés qui disent, voilà, moi, si la machine fait ça, dans 6 mois, j'ai plus de boulot. Et donc, quelque part, il y a beaucoup de gens qui vont freiner, et ça va être de plus en plus, parce que en réalité, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les boulots aujourd'hui, où ça consiste juste à traiter des données de manière relativement basique, ces travaux ne vont plus exister. C'est pas pour ça que la personne va se retrouver forcément au chômage, c'est juste que son travail va disparaître. Et donc, il faudra que cette personne trouve un autre travail. Qu'elle s'adapte au changement. Quoi. Ouais. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui vont, pendant un certain temps, garder leur travail, c'est ceux qui vont savoir utiliser l'IA. Donc, celui qui va te prendre ton job, ce n'est pas l'IA, mais c'est quelqu'un qui maîtrise mieux l'IA que toi. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que, d'une manière générale, si vous utilisez l'IA en appuyant sur un bouton, il y a beaucoup de gens qui sont très contents de faire ça, ils sont continués à être payés, ils se la coulent douce, ils utilisent l'IA pour faire un rapport, etc., pour donner au patron, mais jusque quand? Un jour, le patron va dire, bah, moi, pour avoir ce rapport, je vais sur tel logiciel, ça me le fait, pourquoi je continue à te payer? Et un jour, il va arrêter de le payer pour ça. Donc, si la personne n'a pas fait quelque chose qui n'est pas remplacé par une machine, il ne va pas, va pas garder son job. Mais en attendant, il va, dans la démarche d'entreprise qui est d'automatiser certaines choses, il va consciemment ou inconsciemment empêcher en fait l'adoption, l'émergence de ces solutions. Mais en fait, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que tu peux le faire pendant quelques temps, quelques mois, quelques années, mais donc moi, ce que je conseille, parce qu'il y a souvent des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour rester dans la course, pour continuer à avoir une place dans un monde où l'IA sera partout, commence par identifier là où la machine ne sait pas faire et produit une vraie valeur ajoutée qui n'est pas remplaçable tout de suite. Clairement. Et donc, ceux qui disent, moi je vais juste faire comme avant, mais sauf que c'est la machine qui va le faire, et pendant un certain temps, personne ne saura que j'utilise la machine. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de tous les sondages. Tous les sondages disent que les gens utilisent l'IA, ils disent pas à leur patron. Ils utilisent... oui, l'AI Shadow, un truc comme ça, je crois. Ils ne disent pas à leur patron, parce qu'ils se disent, non, si je le dis à mon patron, il va le faire lui, ou il va... Soit ça, ou soit on va parler de data leak, dans le sens où des données ont fuité parce que justement c'est peut-être des informations pour l'employé qui n'étaient pas peut-être pertinentes ou sensibles selon lui, mais pour la boîte si. Et du coup, peut-être y avoir des conflits d'intérêts dans un second degré, tu vois. Mais alors ça aussi c'est un vrai sujet, tu parles de data leak, mais d'une manière générale c'est la sécurité et la souveraineté des données. C'est un gros sujet chez moi pour mes clients qui sont dans des professions réglementées, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, si l'entreprise ne fait pas l'effort de déterminer une charte de ce qui est possible, ce qui est autorisé ou pas, et en fonction de la criticité des données ou des usages, de choisir quel outil est le bon et quel outil est prohibé, si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez vous retrouver avec des personnes, ils ont un document à faire, ils vont prendre le mail que lui a envoyé le patron, qui est ultra confidentiel, ils vont le mettre sur ChatGPT en disant fais-moi un résumé ou écris-moi Et ces informations, elles vont être aspirées par ChatGPT. En plus, comme il aura fait en marge
il aura utilisé ChatGPT gratuit, donc toutes les données elles vont être aspirées, etc., vont servir à entraîner le modèle. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est les faits, c'est ce qui se passe. Et donc, en fait, il faut en être conscient. Après, moi, ce que je pense, c'est que d'une manière générale sur ces sujets, il y a des erreurs grossières comme celles dont tu parles. Donc celles-là, je dirais, aujourd'hui, elles arrivent très souvent parce qu'il y a une sorte de laisser-aller, on va dire. Mais ça va se régler. C'est-à-dire que les personnes vont dire, quand je dis les personnes, c'est les dirigeants, les DRH, etc., vont donner des règles, vont dire, voilà, ces informations confidentielles, ça va uniquement avec cet outil et pas celui-là. Donc ça, c'est des erreurs évidentes. Donc je dirais, bon, ça va mettre un certain temps, mais les gens vont comprendre en fait le problème et puis ils vont l'adapter. Après, là où c'est plus insidieux, c'est quand vous avez des promesses d'éditeurs de logiciels ou de solutions qui sont rassurantes. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on dit « Ah, c'est hébergé en Suisse chez Azure ». Azure, c'est Microsoft. Microsoft, c'est une société américaine. Et il y a le Cloud Act qui dit que la NSA peut, pour des raisons de sécurité nationale, et on sait ce que ça veut dire chez les Américains, ça veut dire aussi l'intelligence économique, on peut demander à une société américaine, et si vous allez regarder sur le texte sur le Congrès américain, c'est marqué en toutes lettres, qu'il soit hébergé aux États-Unis ou ailleurs, la NSA peut aller regarder ce que vous faites. Et donc, c'est en contradiction avec les règlements européens, que ce soit en Suisse, c'est à peu près la même chose que le RGPD en Europe, qui disent non, les données doivent rester, elles ne peuvent pas sortir, etc. Et donc, vous avez une contradiction entre la loi américaine qui s'applique partout dans le monde et la loi locale ici en Europe qui dit non, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et la question que je pose à tous ceux qui utilisent Azure, Microsoft, Copilot, etc., la question que je pose, c'est si le gouvernement américain va voir Microsoft en disant je veux espionner les données, je veux, auditer, je me suis ma langue a fourché, reformuler. Ma langue a fourché. Je veux auditer les données de cette entreprise. Microsoft, il a une recommandation, une demande explicite du gouvernement américain, et à côté, il va y avoir la Confédération en Suisse ou l'Union européenne ou les pays de l'Union européenne qui vont dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et croyez-vous que Microsoft va écouter le gouvernement américain ou le gouvernement local dans lequel sont stockées les données? Moi, je pense que ça fait pas l'ombre d'un doute. Ils vont écouter le gouvernement américain et donc ils vont pouvoir, que ce soit sur Azure, que ce soit sur AWS chez Amazon, etc. Et donc, en fait, ça c'est plus insidieux parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des entreprises qui vont lire des contrats dans lesquels c'est marqué, bien sûr, les données restent là, personne ne peut y accéder. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des gueules de bois dans quelques années. On va avoir des exploitations de données qui vont être contre l'intérêt des propriétaires des données. Et les gens vont se dire ah bah non, quand même. Et si on se pose la question, regardez quand la NSA a espionné le monde entier, y compris des chefs d'État, c'est ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, ils ont dit ah, excusez-nous. Non, ils n'ont même pas dit excusez-nous, ils ont dit ah oui, c'est vrai. Pas d'excuses, on l'a fait. Voilà. Et donc, rappelez-vous, General Electric, ils ont racheté Alstom en France, ben voilà, c'était dans des conditions, on va dire, d'intelligence économique exacerbée. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus dommage qu'il existe des solutions open source qui permettent d'empêcher ça, tout simplement. On peut avoir son propre serveur, on peut mettre des logiciels open source qu'on peut auditer, et on a une qualité aujourd'hui du résultat qui est très proche. Si vous prenez par exemple des modèles open source comme Mistral en France, comme DeepSeek qui a fait beaucoup parler de lui, vous téléchargez, c'est gratuit, vous mettez sur votre serveur, vous avez un résultat qui est du même niveau que GPT 4 ou 1. Voilà. Alors, et
Aujourd'hui, c'est le présent, c'est-à-dire c'est pas le futur, c'est pas bientôt ça va venir, c'est aujourd'hui. Et là, vous vous affranchissez de tout. Après, vous pouvez aussi choisir le cloud souverain. Par exemple, en Europe, il y a différents grands acteurs. Et en Suisse, il y avait Infomaniac. Maintenant, il y a Swisscom qui se lance sur ce créneau aussi. Donc, vous avez des clouds, je dirais, qui ne sont pas du tout liés aux États-Unis et qui donc, on peut leur faire un peu plus confiance. Puis après, vous pouvez avoir votre propre serveur qui n'est pas forcément dans vos locaux, mais qui est dans un endroit que vous contrôlez. Et puis maintenant, il y a même des. Je ne sais pas si vous avez passé, il y a une entreprise à côté de Nice qui fait un container avec des milliers de GPU dedans. C'est une sorte de mini data center qui tient dans un container comme ceux qu'on met sur les bateaux, vous voyez. Ouais. Et vous avez juste à brancher l'électricité et le connecteur, et vous avez en fait un data center prêt à l'utilisation. Et donc, ça veut dire que pour moi, ce qui va se passer, c'est que ce sujet de la souveraineté, il va passer d'abord par des approches de cloud dans les grands acteurs, mais qui seront avec des entreprises locales et une implantation locale, donc de façon indépendante. Ouais. Et après, vous allez avoir. Donc, ça sera. Donc, c'est des gros data centers, vous voyez, avec. Data center, c'est des immeubles, etc. Voilà. C'est volumineux. Ouais, c'est volumineux. Et puis après, vous allez avoir une approche distribuée. Vous allez avoir des data centers partout. Et je pense même qu'il y aura des cas, d'ailleurs, il y a eu des expérimentations où on va le distribuer à ce point que vous aurez dans un radiateur, vous allez mettre des GPU et en fait, le calcul va faire chauffer le radiateur. Donc, c'est un chauffage où vous allez utiliser l'énergie du calcul. Donc ça suppose que chaque entité soit indépendante, qu'elle soit... donc il y a les systèmes qui vont déléguer une partie du calcul. Voilà. Et ça existe déjà. Enfin, ça serait vraiment l'approche très distribuée, c'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être des millions de radiateurs dans le monde qui sont en fait des ordinateurs avec des GPU. Et en attendant, il y a des approches aussi développement durable où on va utiliser la chaleur des data centers pour chauffer les bâtiments. Je sais que je crois que c'est à Genève où ils font ça avec Infomaniac, où ils utilisent la chaleur des serveurs pour chauffer l'eau dans le quartier. Et donc, et ça en fait, ce qu'on veut, si on s'intéresse à la souveraineté des données, ce qu'on veut, c'est que il n'y ait pas une concentration de toutes les données de toutes les entreprises à un seul endroit, contrôlée par un petit groupe de personnes. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des infrastructures distribuées partout, de façon à ce que, en cas de changement politique, on voit que la géopolitique maintenant avec l'IA, c'est un vrai sujet. Hein, on voit c'est une course, clairement. C'est une course à l'armement. Ce qu'on veut, c'est que les citoyens et les entreprises puissent facilement changer. Donc, puissent mettre leurs données ou leurs solutions logicielles où ils veulent et qu'ils soient libres de les déplacer de façon à ce que personne ne puisse tout contrôler. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une concentration du contrôle et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est-à-dire que vous avez, je ne sais plus lequel de tout cela, mais je crois que je me demande si ce n'est pas Microsoft qui a acheté une centrale nucléaire pour alimenter ses data centers. Vous voyez que c'est une volonté de concentration, c'est-à-dire qu'ils veulent concentrer tout, et ce n'est pas ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, citoyens ou entreprises de taille moyenne, on ne veut pas qu'il y ait une concentration, parce que d'une part, c'est un grand enjeu, parce qu'on devient dépendant, y compris, et il coupe la prise, et puis nous, on ne peut plus travailler. C'est ça, clairement. Et en plus, même en termes économiques, s'il y a une concentration, il va y avoir très probablement entente sur les prix, même si c'est interdit, on sait bien ce que c'est. C'est du monopole. C'est plutôt un oligopole, c'est-à-dire plusieurs entités qui ont le monopole, donc c'est pas vraiment un monopole, c'est une sorte d'illusion de la libre concurrence. Et donc moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet n'est pas traité à la hauteur des enjeux. C'est un sujet qui est... J'entends beaucoup, même des experts en IA, qui disent non, mais c'est pas très important. De toute façon, OpenAI, Microsoft, Google, ils s'en fichent de nos données.
il n'y a pas de risque là-dessus. Chacun, moi en tout cas, je peux vous dire que mes clients, ça fait partie des sujets qui me concernent. Et en tout cas, moi, je m'évertue à les alerter sur ce point. Après, ils peuvent faire des choix pragmatiques où ils acceptent une part de risque et en connaissance de cause. Pour moi, c'est OK. Si vous êtes dans une entreprise, je sais pas, de marketing ou je sais pas moi, de tour opérateur ou peu importe, vous pouvez faire le choix de dire je m'en fiche que mes données soient exploitées par une entité qui me fournit le service. Vous pouvez faire ce choix, ça a un sens parce que ça n'est pas effectivement critique. Si vous êtes dans des domaines où vous pouvez être de près ou de loin lié à des grands enjeux pour lesquels l'intelligence économique américaine pourrait avoir un intérêt à avoir accès à vos données, c'est... Après, c'est aussi réglementaire. Avec la RGPD et autres, tu peux pas... C'est réglementaire, on sait ce que les gens font des règlements. Ils ont une vision très élastique de l'application des règlements. Et encore une fois, ça a un sens parfois. C'est-à-dire que parfois, le règlement, il est inutilement contraignant. Et parfois, il est un peu trop complaisant. Même opportun, selon la situation. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de lobbying, en fait. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où les outils Microsoft sont partout. Vous avez des sociétés de chemin de fer, vous avez des aéroports qui sont dépendants d'une solution américaine propriétaire. Et c'est inquiétant. Est-ce que tu vois ça comme une forme de défaite du point de vue européen, dans le sens où elle n'a pas pu justement avoir sa propre solution à son échelle locale, je dirais, par rapport à tout ce qui est Microsoft Office et compagnie? Même du cloud. En fait, pour moi, c'est une défaite collective parce que, en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on n'est pas content de ce que font les politiques, je dis toujours qu'on a les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire les hommes politiques qu'on mérite. C'est-à-dire qu'il y a des élections, on fait des choix, et à un moment donné, le choix, c'est pas seulement un bulletin de vote dans une urne, c'est aussi les choix qu'on fait avec son porte-monnaie. Si vous achetez les solutions Microsoft, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'elles sont partout. Commencez par choisir des solutions qui sont avec les valeurs que vous défendez. Même si elles sont un peu moins bien, vous payez quand même, comme ça vous rendez possible des alternatives. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous ne rendez pas possible des alternatives, eh ben vous êtes quelque part responsable, collectivement responsable de ce qui se passe. Et c'est pour ça que, mais c'est pour ça dans beaucoup de domaines. Si on prend par exemple, je m'égare un peu, mais si on prend par exemple l'OMS, etc., qui est essentiellement financée par des sociétés pharmaceutiques, aujourd'hui, elle a une apparence d'organisation internationale indépendante, elle ne l'est pas, puisqu'elle est financée essentiellement. Voilà. Si vous voulez avoir une vraie indépendance, il faudrait que ce soit des entités neutres qui les financent, à moins qu'il y ait une majorité d'entités neutres. Ça commence par des pays, mais aussi, pourquoi pas, des citoyens, etc. Et donc, en fait, c'est pareil pour le logiciel libre. Si vous voulez que le logiciel libre existe, soit vous comptez aujourd'hui sur la passion de ces développeurs qui font pour des raisons idéologiques, ils créent des solutions gratuitement, sans aucune rémunération, pour rendre possible cette alternative. Soit vous dites, on va acheter des solutions open source, donc ça va créer en fait une industrie solide avec de l'argent, donc plus de ressources, plus de personnes, plus de développeurs, une meilleure qualité, pour que finalement les solutions qui répondent à vos valeurs émergent. Et aujourd'hui, c'est ça, je dirais, le goulot d'étranglement. C'est-à-dire que vous dites, aujourd'hui, vous avez des grands acteurs de l'IA qui dépensent des dizaines de milliards, et puis à côté, vous avez des petites solutions de open source avec des centaines de milliers ou des petits millions
vont essayer de faire la même chose. Donc c'est compliqué. Évidemment, c'est un peu David contre Goliath. Après, rappelons-nous que David contre Goliath, c'est quand même David qui a gagné. Non, c'est sûr, c'est clair. Tu as déjà eu le cas où une entreprise avait utilisé des outils de type Microsoft, puis du coup ils ont fait le switch avec des outils open source, ou c'est plutôt l'inverse? Malheureusement, aujourd'hui il y a un peu une situation intermédiaire où en fait on cherche à avoir de la confidentialité, de la maîtrise de ces données, de la souveraineté, et on ne veut pas abandonner les habitudes, l'ergonomie habituelle, etc. Et donc ce que ça donne, c'est qu'on a quelque chose d'hybride, où en fait on va faire de la confidentialité d'un côté, et de l'autre côté on va laisser une passoire. Et donc en fait, c'est un peu absurde. D'un point de vue raisonnement, c'est absurde, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une partie des données qui passent dans une passoire. Non, par exemple, si vous avez Microsoft, vous êtes dans le cloud, Office 365, il y a plein de données qui vont aux États-Unis. Je veux dire, ils vous disent que c'est pour la sécurité, enfin pas la confidentialité, mais la redondance, etc. En cas de si vos serveurs prennent feu, etc. Il y a des données qui vont aux États-Unis. Après, vous dites, voilà, je vais faire une IA souveraine. Est-ce que ça a un sens pour quelqu'un qui utilise Office 365 d'avoir une IA souveraine? Moi, je dis oui quand même. Je dirais que ce n'est pas idéal, évidemment, parce qu'il y a une partie des données qui filtre. Mais c'est une chose que des données puissent être partiellement accessibles à une société américaine. C'est une autre que l'ensemble des données soient facilement accessibles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, c'est quand même le traitement automatisé de toutes les données. Ouais. Et c'est beaucoup plus facile, quand on veut faire de l'intelligence économique, si toutes les données sont centralisées au même endroit, sont bien nettoyées, c'est beaucoup plus facile que si elles sont éparpillées partout. Parce que vous pouvez dire, en fait, OK, les données, elles sont sur l'ordinateur de l'un, il y a un autre qui a un ordinateur, l'autre, il a son disque dur externe, etc. OK, toutes ces données, en théorie, elles sont accessibles, mais en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Si vous voulez le faire de manière automatisée en espionnage de masse, c'est beaucoup plus difficile si toute l'information est fragmentée. Par contre, si vous faites un RAG avec toutes vos données et que ce RAG, il est chez Microsoft Azure, là, vous avez mis 100% de vos données de manière structurée, facilement accessible, au même endroit et sur un serveur qui est accessible peut-être potentiellement à l'NSA. Après, certaines personnes vont dire c'est théorie du complot, c'est la facilité. Worst case scénario, etc. Mais en réalité, s'il n'y avait pas d'alternative, pour moi, on pourrait dire c'est ça où je travaille à l'ancienne. Donc après, c'est compliqué de renoncer à ces avancées. Mais aujourd'hui, il existe des alternatives. Écoute, merci beaucoup encore une fois. C'était superbe de t'avoir. Et puis, au plaisir d'en discuter dans un autre podcast pour d'autres thématiques. Ok, avec plaisir. Merci.